Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photo. Cette semaine, ça va être un peu spécial. Vous vous souvenez, je parlais de Work in Progress, mais vous allez avoir un bel exemple. On a un invité assez spécial, merci. On va faire une émission spéciale avec Matt. Bienvenue, Matt. Salut, merci de me recevoir. Fait que cette semaine, on prend le plan de match puis il s'en va là. On prend ça comme ça vient, ça va être commando. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, un peu de ce qui t'a amené à la photo, puis un peu de ce que tu fais. On va élaborer à partir de là. Je viens de Victoriaville. J'ai toujours fait du skateboard, du snow et compagnie. Puis comme la plupart des gars de mon âge, on avait toujours besoin d'images pour se faire connaître. C'était un peu moins populaire. Fait que tu avais besoin d'un truc à cette époque-là qui s'appelait un Sponsor Me Tape. Okay. C'est une cassette qui montre tes prouesses, un peu ce qui est devenu YouTube et Vimeo et les channels comme ça plus tard. Mais à l'époque, pour avoir des commanditaires, pour faire des compétitions, pour avoir des accréditations, il fallait se faire voir. La façon de se faire voir, c'était de ramasser des images avec la caméra de ton père, de ton cousin, puis tout ça. Puis on filmait nos prouesses, on faisait des montages. À l'époque, il n'y avait pas trop de montage, fait qu'on prenait deux vidéos VHS, un auxiliaire, on mettait de la musique dans un. La première cassette jouait la partie de vidéo qu'on voulait mettre, puis la troisième, on ramassait tout ça. Puis on se faisait des parts avec ça. On se faisait des cassettes de nos prouesses. Puis on envoyait ça à plein de commanditaires différents. Puis après ça, eux autres voyaient ça, puis soit qu'ils pouvaient nous envoyer dans des compétitions pour les représenter. Puis c'était les premiers points avec les compagnies. Fait que, ça, c'était à l'époque, c'était déjà bien connu. Moi, j'ai fait ça, j'avais 12-13 ans, on faisait déjà ça là, au secondaire. Fait que là, tu es en train de me dire, toi, que tu as commencé à faire du skate. Dans le temps de le dire, tu étais caméraman, tu faisais de l'édition, tu faisais du montage, puis après ça, tu es devenu ton propre agent. Exact. Puis tu faisais affaire avec des compagnies. Exact. T'as pas perdu trop de temps, Non, toi. non, absolument pas. Puis tout le monde à cette époque-là qui voulait faire... Tu sais, c'était vraiment la façon... Il n'y avait pas de compétition comme en ski ou en patin, ou même en hockey, où il y avait un camp d'entraînement. C'était vraiment ce que tu étais capable de faire. Puis cette cassette-là, même la cassette était décorée. Fait que la cassette au liquid paper avec des dessins, avec tout ça. Fait que même de customiser la cassette. Fait que, tu sais, faire de la DA faisait partie. Si ta cassette flashait avec la bonne musique, tous les bons éléments ensemble, tu pouvais vraiment avoir des bonnes chances de t'en tirer. Puis ça m'a permis, moi, d'embarquer moi-même sur des compétitions pro en snow avec ce genre de cassette-là. Puis ça, j'avais, comme je te dis, c'était le début de l'adolescence. Parce qu'autant que c'est le fun, autant que ça devienne business. Puis à 12 ans, d'arriver à avoir un produit fini, parce qu'on s'entend que c'est un bon produit fini, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est ça, c'était déjà de savoir ce qu'il fallait faire à cette époque-là, que ça soit bien fait, de pas trop en mettre, de pas en mettre pas assez, de bien montrer qui t'étais, ta personnalité, avant qu'Internet existe, puis avant que les tables de montage, puis que le numérique, là, parce qu'on tournait sur des cassettes VHS à cette époque-là. Ce qui n'était pas facile à travailler, ça fait pas si longtemps, mais ça fait déjà assez longtemps quand même. Fait que de là, tranquillement, la main à trouver de la bonne trame sonore, à trouver les bons angles pour, dépendamment de ce qu'on était en train de tourner, était déjà important, tu sais, déjà en bas âge, même si on n'était pas aussi exposé que les jeunes ils sont aujourd'hui à scroller Facebook ou Internet. Fait que tranquillement, tu te façonnes, tu sais, un zoom, c'est à ça que ça sert, un wide angle, c'est à ça que ça sert, tu sais, puis commencer à s'emmagasiner, mais on livrait des journaux, je prenais des nouveaux clients pour livrer plus de journaux, pour m'acheter d'autres cassettes vierges ou un grand angle ou tout ça, là, déjà à cette époque-là. Ouais. Fait que l'étiquette que vous aviez dans ce temps-là, que vous traîniez les pieds... Ben c'est ça. Moi, j'étais celui qui avait réussi à trouver la caméra puis à la financer. Après ça, c'est sûr que les vidéos, ça servait pas à faire des affaires intelligentes tout le temps, là. Non. À 13 ans, c'était pas tout le temps pour faire... plaisant aussi. Exact. Mais ça fait partie du cheminement artistique. Oui, mais ça fait partie de ton apprentissage aussi. On s'entend que tout ce que tu faisais, que c'était des niaiseries ou non, t'en servait à un moment donné ou à un autre, soit à faire ou soit à pas faire. Exact. Dans les vidéoclips, tranquillement après ça, ça a été de me coller
à ce qui ressemblait à ça, tu sais. Fait que Musique Plus faisait des émissions de sport. Fait que une couple d'années plus tard, après ça, c'est ça, c'est d'aller montrer que tu avais déjà fait ça, que tu baignais dans cette culture-là. Fait que je me suis mis à faire du montage après ça à Musique Plus, puis c'est devenu des vidéoclips et tout ça, mais absolument tout ce qu'on apprenait, toutes les heures ou les années à essayer, puis l'essai-erreur à cette époque-là, les caméras étaient tellement mauvaises, tu sais. En VHS, t'as pas le droit à l'erreur tant que ça, tu sais. Il fait noir ou il fait blanc, tu sais. Moi, je trouve que c'est une bonne école, par contre. Moi, c'était un peu comme nous autres, quand j'ai commencé à faire de la photo, moi, je marchais avec de la diapositive. Ouais. T'es ça coche ou tu ne l'es pas. Tu peux pas être -2 ou +2. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça. Fait que c'est une bonne chose. Ouais. Mais quand un kid puis excuse-moi, quand j'ai un kid de 12 ans arrive avec une cassette puis tout ça, dans le monde des adultes, il te regardait comment? Est-ce qu'il te prenait au sérieux? Oui, parce que c'était la première fois à cette époque-là qu'il voyait des jeunes arriver. Tout le monde était un peu plus vieux parce que ça prenait justement des contacts. Tout ça. Puis j'étais le début un peu de cette génération-là qui était comme on va le faire nous autres. C'est ceux qui avaient déjà ce type de matériel-là faisaient partie des équipes professionnelles. Fait que quand tu arrivais d'un angle amateur avec déjà la musique, le montage, les angles de vue, ben c'est sûr que ça partait bien déjà. Puis tu n'avais pas le bassin que tu as aujourd'hui, il n'envoyait pas 1000 par jour, là, ou Internet n'en était pas rempli. Là, fait qu'il en avait peut-être reçu 1 ou 2 cette année-là. Fait que c'était bien impressionnant pour eux autres. C'était la saveur du jour, finalement. Oui. Mais on était... Tu voyais qu'il y en avait d'autres qui en faisaient, tu voyais comment ça se plaçait. Ça commençait à bouger, là. Ouais. Une fois que tu as appris ton métier sur le tas, je peux dire ça, c'est quoi le prochain step? Parce que là, c'est beau, on amène ça, on a ça, mais comme n'importe quel artiste, on va aller plus loin aussi. Bien, c'est ça. Après, c'était, comme je te dis, avec Musique Plus, après ça, le vidéoclip, c'est venu assez rapidement aussi dans ma vie parce que c'est une super belle plateforme pour essayer, pour aller dans des directions. C'est pas une commande, c'est pas un téléroman ou une émission fixe. Ça nous permettait d'aller expérimenter. C'était vraiment un beau terrain de jeu. Puis ça, j'en ai fait énormément, presque toute ma vingtaine. Vidéoclip, émission de sport. Fait que ça nous permet de voyager, de filmer un peu comme j'en avais l'habitude, du skate, du snow, beaucoup de sports extrêmes. Puis les vidéoclips nous permettaient d'approfondir tout ce qui est portrait, tout ce qui faisait un peu moins partie du monde des sports extrêmes, qui était plus une liste de prouesses à l'époque. C'était plus s'il saute par-dessus la poubelle en skate, tandis que le vidéoclip, il nous amenait à peaufiner notre éclairage ou à passer plus de temps à parler avec un sujet puis à développer justement une ligne émotive dans un vidéoclip. Si c'est en noir et blanc, si les ombres sont fortes, si c'est flat. Fait que ça, on a approfondi beaucoup notre look. Je dis nous, avec tous les gens avec qui je travaillais beaucoup à cette époque-là, en vidéoclip, je pense. Fait que tu as fait vraiment un beau mariage des deux mondes, finalement, autant du monde technique que du monde artistique. Oui, exact. J'ai toujours... c'est un peu ça que je dis aussi, c'est important de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Fait que j'ai toujours continué à toujours toucher à tout. À évoluer autant en photo qu'en réalisation, qu'en montage, puis à essayer de bien connaître chacun des corps de métier, même si c'était pas le meilleur dans tout. C'est de comprendre comment les trucs fonctionnent. Comme ça, si ça marche moins bien ou si tu frappes un défi, ben tu sais pourquoi ça marche pas. Maintenant, je produis la plupart de mes trucs. Fait que maintenant, c'est un beau tour complet. Je sais si l'équipe est trop grosse pour le genre de mission ou si elle est trop petite pour dans quoi on est en train de s'embarquer, si on a besoin de plus ou moins de support. C'est important de le savoir, même si je produis pas 100 %. Je suis pas un producteur à part entière. Tout le temps. Exactement. Okay. On va regarder quelques-unes de tes photos parce que je sais que les gens là, sont très curieux. Fait que si on pouvait avoir une photo, s'il vous plaît. Est-ce que tu pourrais nous parler de la première photo? La première photo, en fait, c'est une job que je fais présentement. C'est pour le tourisme des Alpes et du Mont-Blanc en France. Okay. On part, ça fait 3 ans que je fais ça tout de suite. On part une équipe, on est 3 Québécois qui partent ensemble. Puis moi, je réalise leur campagne publicitaire. Là. Fait qu'on part avec les sacs à dos pleins à rabord. Puis on fait le tour des Alpes. On est là pendant 1 mois et demi de temps à tourner un peu ce qu'eux autres ont envie de showcaser. Là, on est dans une vallée blanche là, derrière Chamonix.
Puis je shoot en montagne, justement, avec des guides, avec du stock, photos et tout ça. C'est là que je voulais aller. Préparer une expédition comme ça peut prendre combien de temps? On prépare ça comment? Ben nous, grosso modo, là. Moi, tu sais, vu qu'on tourne, ça, c'est une job qui est quand même assez particulière parce qu'on fait de la bouffe, on fait de l'architecture, on fait du landscape, on fait du sport, on fait du portrait, tout dans un bloc, tu sais, dans un mois et demi. Fait que c'est pas comme une excursion où tu pars, puis tu t'en vas traverser le désert, puis tu as besoin, t'amènes ce qu'il faut, tu sais. Fait que ce qu'on fait quand on tourne ça, on loue un camping-car, un petit RV, un petit campeur. Puis chacun des gars, on essaie de se dire, de se dédier à un des volets parce que sinon c'est trop mêlant où tout le monde amène tout en trip. Là, OK. Fait que, tu sais, toi, tu vas t'occuper plus des shots de sport, tu t'occupes de plus les shots lifestyle, bouffe et compagnie, puis un autre plus landscape, exemple. Fait que comme ça, tout le monde amène son propre sac. Puis quand on est en haut, ben chacun sait, si le guide il est là, ben il y en a un qui s'occupe des portraits du guide, moi je m'occupe des landscapes, puis l'autre s'occupe, quand on descend, de faire du sport. T'sais. Fait que c'est vraiment important de déterminer le rôle de chacun, parce que le nombre de places est limité, le poids est limité. Fait qu'il faut être le plus efficace possible. Exact. Puis il faut avoir le physique de l'emploi aussi. Même si c'est pas le mont Everest. Tu sais, tu es autour de 4000, 5000 mètres dans la neige, accroché à une corde, en train de prendre des photos. Si tu peux pas amener 4 lenses que tu te serviras pas, là, parce que tu as tout l'équipement d'avalanche, tu as ta bouffe, tu as tout dans ton sac, excuse-moi. Fait que ce que tu as est vraiment compté. Là. Puis, comment je pourrais dire ça? On s'occupe comment de Dame Nature? Parce que toi, quand tu pars, c'est sûr que tout est beau. Quand tu arrives là-bas, tu fais avec. C'est ça. Souvent, il y a quand même pas mal de discussions avec le client. Ils sont souvent au courant aussi de c'est quoi tourner en montagne ou pas. Même quand j'en fais au Québec, là, quand c'est pour la CEPAC ou pour Tourisme Québec. La météo, elle nous joue pas mal de tours au Québec. C'est pareil partout, en fait. Là. Fait que, on arrive là-bas, ce qu'on fait, c'est quand c'est des jobs touristiques, on réserve beaucoup de temps. T'sais. On s'arrange pour se trouver un terrain d'entente entre le client, parce que ça reste de la publicité. Ils veulent que ça fasse beau, qu'il fasse beau, ils veulent qu'il y ait de la neige. Ça peut pas être tout d'un coup dramatique. On peut pas changer le brief. On peut pas changer de brief, non. Fait qu'ils veulent que ça fasse rêver, ils veulent que ça soit beau. Fait que la seule façon de faire, c'est de prendre du temps. T'sais. Fait qu'on réserve beaucoup plus de temps qu'on fera en studio. Ce qu'on pourrait faire en une journée en studio, on le fait en 15 jours en montagne. Mais ça sort pas. Il y a des vents, des fois il fait beau, là, il y a de la neige, puis on veut tout y aller. Puis c'est le guide qui dit aujourd'hui, on s'en monte pas parce que le niveau d'avalanche est plus élevé ou parce qu'il y a des vents ou pour telle raison. Fait que c'est juste important, c'est le temps, c'est de prendre le temps de le faire. C'est pas vrai que tu vas réussir à squeezer une shot comme tu pourrais te dépêcher puis faire de l'overtime. C'est vraiment un calcul on est loin d'être en différent. studio, fait qu'on ne contrôle pas grand-chose finalement. Là. Non, puis après ça, c'est avec les années, c'est de pas vivre avec la frustration de le lendemain que tu prends ton avion, il y a une semaine de soleil. La semaine avant que tu arrives, il faisait soleil, tu arrives, il fait pas beau. Ça arrive des fois qu'on est cloué une semaine. T'sais, la première journée, on trouve ça drôle. Mais après ça, c'est sûr que c'est dur quand tu as bousculé d'autres jobs pour aller là. Puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Fait que tu restes une semaine de plus. Fait que c'est toujours... il faut être conscient de cette flexibilité-là, là, puis l'avoir, c'est sûr. Tu me parlais, avant qu'on rentre en ondes, de ton côté autant entrepreneur qu'artiste. C'est là que ça te sert le plus dans des situations comme ça, parce qu'il faut que tu sois capable de te mettre dans les souliers de ton client, de dire, écoute, moi, j'ai des shots à produire, puis je ne vais pas y produire n'importe quoi non plus. Fait que, parce que là, tu fais affaire avec des gens qui s'attendent à un résultat. C'est ça. Ils t'ont engagé toi parce qu'ils voulaient ça, puis ils le voulaient là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, là, c'est de trouver un terrain d'entente qui satisfait, tu sais, pour ton client puis pour toi, de prendre, je peux pas m'arrêter un an ou un hiver au complet pour attendre qu'il fasse beau. Fait que c'est de trouver un entre-deux, tu sais. Moi, on aime ça. Je sais que le temps que ça prend à faire des belles images en montagne, qui est un workflow qui est extrêmement lent. Puis quand il fait beau, c'est un workflow qui est extrêmement rapide. Fait que, ça passe de 4 jours d'attente à 2 jours de studio en une après-midi. Fait que ta fenêtre est vraiment pas grande pour faire tes shots. Fait qu'il faut que tu sois très préparé. Exactement. Puis après ça, c'est d'être fidèle à ton brief ou à la commande qui a été faite. Ça, c'est super important.
pour mettre son énergie et canaliser son énergie à la bonne place. C'est quoi exactement, c'est quoi les priorités des shots qu'on a besoin, après quoi on chasse, comme je te disais tantôt. S'il y a un oiseau rare à gauche que personne n'a jamais pris en photographié, puis de l'autre côté, ben il y a un champ de neige, puis tu es là pour le champ de neige, ben c'est de valeur, mais l'oiseau, ça c'est le côté, parce qu'il fera peut-être pas beau demain, il fera peut-être pas beau pendant les 2 prochaines semaines, il n'y aura peut-être plus de neige de l'année. C'est vraiment de pouvoir se concentrer à qu'est-ce qu'on a promis, c'est quoi la job à faire, puis de la livrer. Justement, tu m'amènes à ça. Tu deals avec ça comment, toi, la commande? Parce que en tant que photographe, on a un côté artistique. J'imagine que, comme n'importe quel photographe, tu ne veux pas toujours répéter la même recette, faire le même genre de photo. Par contre, tu es pris dans le carcan de quand je vais chercher Matt, moi, c'est le genre de photo que je veux. Mais tu peux pas toujours répéter la même photo. Ouais. Fait qu'on deal avec ça. Comment avec les clients? Disaient oui, mais on s'en... Souvent, ce qui est intéressant avec des régions comme ça, c'est que ça change beaucoup. C'est des terrains qui sont très, très grands à couvrir. Fait que, ça peut, pour les gens qui connaissent moins ça, ça peut être encore des images de ski ou encore des landscapes ou encore ça. Mais en fait, nous, la découverte, on pousse toujours... dans où on est, dans l'endroit où on pousse toujours pour essayer d'aller plus loin ou d'aller à des heures. Souvent, c'est les lumières qui nous intéressent le plus. Fait que pour avoir un lever de soleil à cette altitude-là, puis à ces endroits-là qui sont durs d'accès, difficiles d'accès, bien, ça devient... Nous, on se met des défis un peu là-dedans. C'est de faire des nuits étoilées dans des refuges qui sont plus hauts, d'avoir un lever de soleil. Fait qu'on se met des petits défis au travers de la commande, en fait. T'sais. Fait que ça garde ça neuf pour toi. Exact, là. ouais. Fait que tu répètes pas les mêmes choses. Non, c'est ça. Puis c'est tellement souvent changeant avec qui tu tournes, avec la météo, que même avoir les images classiques sont tout un défi. Là, surtout dans des endroits que on n'a aucun contrôle sur ça. T'sais. OK. On va regarder d'autres photos. Oh, quand tu parlais de nuit étoilée, c'est ce que tu voulais dire. C'est ça. Ça, c'est le mont Everest, en fait. Pas le plus haut à gauche, mais au centre. D'accord. Le mont Everest, quand tu le regardes de face, c'est pas lui qui a l'air le plus haut. Mais vu qu'il est plus loin puis il est une barre, c'est une question de perspective. Là, mais en effet, c'est le plus haut. Fait que ça, c'est un des nombreux longues expositions que j'ai dû faire dans ma vie pour les étoiles. On le fait souvent... Quand on le fait en vidéo, c'est une série de photos qu'on anime, un time-lapse, parce que les caméras vidéo n'ont jamais la sensibilité, ça s'en vient. En tout cas, ils sont de mieux en mieux, mais ils n'ont jamais la sensibilité d'une longue exposition de soir. Fait que ce qu'on fait pour les animer, pour que les étoiles bougent, puis que les nuages et tout ça, bien, c'est une série de photos animées. Fait qu'on est tous devenus des champions en ciel étoilé pour faire des time-lapse qui font des mouvements après ça. Fait qu'on a passé toutes de longues nuits à shooter des étoiles. À pratiquer. Ouais. Ça, c'est un des outils de travail que j'aime beaucoup, surtout en altitude. Fait que je suis devenu ami avec pas mal de pilotes et de compagnies d'hélicoptères un peu partout sur la planète, en tout cas au moins dans l'Ouest, au Québec, dans l'Ouest, puis en Europe. Fait que, je veux dire, on passe des heures dans des hélicoptères. Encore là, l'équipement est important parce que tu peux pas tout amener, tu n'as pas accès à tout. Puis ça, c'est l'année passée, ça c'est le Mont Blanc, en fait, directement devant nous. Puis on s'est amusé, je pense qu'on a passé 4 jours à tourner autour, là, à 2 appareils, à 2 hélicoptères. Fait que tu fais autant ton repérage que d'amener ton équipement que de travailler à partir de l'hélicoptère. Même si dans ce cas-là, on était à 2 appareils pour pouvoir avoir un appareil dans les images. OK. Fait que ça, ce que ça donne, c'est de mettre en perspective souvent. Tu sais, les montagnes sont tellement grandes et hautes que si tu ne vois pas d'humain dedans ou quelque chose que les personnes ont des points de repère, tu ne comprends pas à quel point ça peut être immense. Tu sais. Fait que ça, c'est une compagnie d'hélicoptères italienne avec qui j'ai travaillé pas mal, à qui j'ai proposé le projet, puis on s'est amusé à voler à plusieurs appareils autour du Mont Blanc. Ça fait saliver beaucoup de monde à la maison. Peut-être, oui. Mais ça c'est des rares occasions. Là, ça fait déjà une douzaine d'années que je fais ça. Là. Puis
Puis ça, il n'y en a pas, il y a pas 1000 journées comme ça dans une Non, année quand malheureusement. même. Hein. Mais c'est parce que ça montre aussi tout le travail qu'il y a derrière une photo. Parce que, comme on se disait avant le début de l'émission, souvent les gens ils pensent que t'as fait clic, la photo est prise, ta job est faite, on retourne à la maison, le reste c'est des vacances. C'est ça. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour avoir des belles lumières. Tu sais, la lumière du matin, du soir, ça nous fait des journées souvent gigantesques. Nous, on avait beaucoup de... Tu sais, on partait d'Italie avec ces hélicoptères-là. Fait qu'on avait une longue approche. Fait que le temps d'avoir la lumière du matin sur le Mont-Blanc, tu sais, on n'est pas stationné au pied de la montagne, puis on attend qu'il fasse beau. Quand c'est beau, on monte. Fait que ça serait simple. Mais... Ça serait simple, mais tu sais, là, on fait moins le temps de voyage, le temps de préparation des hélicos, des équipements. Fait que souvent, c'est une nuit blanche souvent avant ça, puis on revient le soir. Fait que ça fait des journées énormes, là, tu sais. Puis, moi, la question que je sais que les gens se posent à la maison, tu te rends là comment? Comment tu as réussi à graver, de te promener en hélicoptère pour aller faire des shots sur le toit du monde? On est parti de Victoriaville puis on est rendu là. Bien, moi, j'ai toujours suivi, là, ça a toujours été mes intérêts qui ont vraiment drivé mon énergie. Fait que ça n'a jamais été une question de budget ou de commande, en fait. À chaque fois que je fais l'arbre de comment une job est arrivée dans ma vie, souvent, ça a commencé avec... j'étais allé, exemple, celle-là, j'étais allé en Europe par moi-même avec mes moyens, c'est moi qui ai payé. J'étais allé faire du ski pendant une semaine, puis j'ai amené mon équipement parce que c'est le genre de job que j'aimerais faire. Tu sais, si c'est autre chose, tu sais, si c'est du safari, tu y vas. Tu sais, j'ai investi de mon temps puis de mon argent pour le faire. Puis je travaillais déjà à Montréal beaucoup, tu sais. Puis, tu sais, j'étais allé prendre mon temps là-bas, j'ai fait des photos, ça me tentait d'être là, tu sais, t'offres de l'aide sans, tu sais, il n'y a jamais été question de budget puis tout ça, tu sais. Puis, tranquillement, en faisant des genres de voyages qui te font triper puis qui sont dans la direction des trucs que tu as envie de shooter, ben ça vient par magie tu sais, tu vas là, tu prends des photos, tu fais des trucs intéressants, ils te rappellent, « Hey, t'as-tu les photos de la dernière fois? » Tu les envoies, tu y retournes. Puis c'est parti, tu sais. Fait que tu fonces, finalement, c'est clair. Oui, puis si j'ai de l'intérêt, moi, j'y vais. Tu sais, ils vont pas m'appeler, les Italiens, pour que j'aille faire des images de leur compagnie d'hélicoptères en Italie. Ça n'arrivera pas, tu sais. Okay. Mais je suis allé, puis j'ai cogné à leur porte, puis j'ai dit non, moi, je vous charge rien. Moi, j'ai envie d'être là, puis tout ça. Puis ça fait des contacts, puis après ça, je tourne, tu sais, puis tu passes du temps là. Tu apprends à connaître un peu, tu sais, la culture de la montagne. Là-bas, c'est différent. Fait que passer beaucoup de temps là-bas à échanger, puis tranquillement, tu te crées un réseau de contacts, puis bien, ça finit comme ça. Fait qu'il faut vouloir. Fait que finalement, c'est ça, de dire, moi, je suis prêt à partir un mois de temps, je suis prêt à travailler pour toi, tu me donnes pas un sou, mais je sais très bien mais que... en même temps, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut donner son travail, tu sais, mais où tu as de l'intérêt... Quand c'est le temps de le faire, tu y vas, puis moi, tu sais, ça n'a jamais été une commande d'eux, c'est moi qui s'est mis dans leur jambe, puis je dis, moi, j'aime la montagne, puis j'ai envie de passer du temps ici. Puis eux, c'est sûr qu'avec une attitude comme ça, eux, c'est fantastique. Tu sais, tout le monde est gagnant. Pas mieux. Puis éventuellement, ça devient des contacts, puis des projets, mais en même temps, tu sais, je ne veux pas dire que je suis allé là, puis j'ai dit, je vais vous faire un tournage gratuitement. Tu sais, c'est vraiment un échange, tu sais, puis de prendre le temps de suivre les choses dans lesquelles on a de l'intérêt. Tu sais, c'est surtout ça. Puis ça te trahit pas parce que tu n'as pas l'impression que tu travailles. Fait que tu vas passer le double, le triple de temps là à faire des images de montagne ou de peu importe ce qui te fait résultat, j'imagine, va être encore meilleur, justement. C'est ta passion qui parle au lieu d'un chèque de paye. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas fait ça pendant 10 ans pour après en retirer un travail. Tu sais, je continue à travailler puis être conscient que c'est important de travailler puis de s'alimenter de nouvelles choses puis d'essayer puis de toujours avancer, mais de garder son intérêt puis sa passion devant. Puis ça amène un trafic puis ça paraît. T'sais. Puis j'ai toujours, quand à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je prends tout le temps celle-là. T'sais. Tu te trompes rarement. Bien, finalement, à chaque fois, toutes les fois que tu as pris cette décision-là, dans même une année ou dans une été ou peu importe, bien, ça fait que finalement, à la fin de l'été, tu es déjà rendu. T'es comme, ah, bien, je suis allé faire un safari là, j'ai shooté ça, puis finalement, ton portfolio ressemble bien plus à ce que tu as envie
Ils qui te soit représentent que beaucoup mieux. les gens qui t'ont appelé. Fait que moi, ça m'a beaucoup servi. Puis je continue encore même aujourd'hui, même avec les contacts que j'ai. Moi, je commence à être attiré vers ça. Fait que je vais ouvrir des portes dans cette direction-là. Puis ça bouge toujours, cette direction-là, avec l'expérience, avec ce que tu vois. C'est toujours frais aussi. Ouais, c'est le fun. Ça t'amène toujours des choses à toi aussi. Fait que c'est un bel échange avec les gens alentour de toi. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre photo, s'il vous plaît? Hop! Là, je pense que besoin. Moi, c'est une photo que j'adore. En fait, je trouvais ça intéressant de te la montrer parce que... Ça, en fait, la Tour Eiffel est derrière moi. Je venais de prendre une photo de la Tour Eiffel, puis je trouvais que c'était une super belle photo de la Tour Eiffel. Puis tu t'en reviens de côté, puis dans le parking de la Tour Eiffel, il y a... Tu sais, des fois, c'était juste dans le fond... En fait, c'était juste pour faire un clin d'œil sur le fait que... Tu sais, des fois, on va tout pour la méga shot, tu sais, pour... Puis finalement, la beauté, le vrai Parisien, le vrai Paris, pour moi, est tout dans cette photo-là, encore plus qu'une Tour Eiffel, je pense. Effectivement, elle parle beaucoup. Ça, c'est vraiment... puis je l'adore, cette photo-là. Puis finalement, j'avais pas besoin que la Tour Eiffel soit dans le shot. T'sais. Fait que c'est juste un exemple. T'sais, j'aime ça quand à chaque fois que je la revois, elle m'aide à m'ouvrir les yeux sur les... Tu sais, des fois, justement, on essaie d'avoir la shot des shots, mais finalement... C'est ce qui nous regarder devant nous autres. Exactement, ouais. Puis c'est le fun de se grandir une fois de temps en temps, de revenir aux choses essentielles. Est-ce qu'on pourrait en voir une dernière? Bien, ça, c'est au Népal aussi. Ça aussi, c'est 100% par pur intérêt. Je suis allé là moi-même. On est allé au camp de base, moi puis mes parents. Par pur intérêt, mais tu sais, c'est des trucs que ces photos-là, ils ont beaucoup circulé parce que j'ai voulu y aller, puis je l'ai fait moi-même, tu sais, puis... T'es allé la chercher. Exactement, tu sais, fait que quand tu fais seulement ce qui t'est dit de faire comme job, ben c'est rare que tu vas attirer ce que tu veux vraiment faire, tu sais, fait que je trouve que c'est important de se garder, de travailler fort, mais c'est important aussi pour son cerveau, puis pour sa personne, de pousser dans les directions qu'on veut aller, où on veut que notre portfolio ou notre travail se rende. T'sais. On arrive à la fin de notre émission. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence puis qui va voir notre émission et dit « c'est ça que je veux faire », tu dirais de commencer où? Comme j'ai dit un peu, c'est de suivre tes intérêts. Si tu as de l'intérêt, peu importe c'est quoi, c'est un char téléguidé, c'est un modèle réduit, c'est n'importe quoi, il faut que tu pousses. C'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est sûr. Bien, merci beaucoup. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment le fun. Fait que nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Fait que ciao, à la prochaine.